Pablo Emilio Escobar Gaviria, surnommé le roi de la cocaïne, est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie. Il est devenu l'un des criminels les plus puissants et influents de l'histoire moderne. Son empire s'est construit sur le trafic de drogue, faisant de lui l'homme le plus recherché du monde dans les années 1980. Jeunesse et débuts criminels. Escobar grandit dans un milieu modeste, avec son père fermier et sa mère enseignante. Dès son adolescence, il se lance dans de petites activités criminelles, le vol de pierres tombales, la contrebande de cigarettes et de véhicules. Cependant, c'est au début des années 1970 qu'il fait le choix de se tourner vers un commerce bien plus lucratif, le trafic de cocaïne. Ascension fulgurante dans le trafic de drogue. Dans les années 1970, Escobar voit le potentiel économique de la cocaïne. À cette époque, la demande aux États-Unis explose. Escobar forme le cartel de Medellín, une organisation criminelle qui va bientôt dominer la production et la distribution mondiale de cocaïne. Grâce à des réseaux sophistiqués et à des routes de contrebande, il introduit des tonnes de drogue aux États-Unis chaque semaine. À son apogée, le cartel de Medellín gagnait environ 70 millions de dollars par jour. Escobar lui-même amassait une fortune personnelle estimée à 30 milliards de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Pouvoir et terreur. Escobar ne se contentait pas de sa richesse. Il voulait également exercer une influence politique et sociale. En 1982, il est élu député suppléant au Congrès colombien. Toutefois, ses ambitions politiques sont de courte durée. Le ministre de la Justice de l'époque, Rodrigo Lara Bonilla, expose ses liens avec le trafic de drogue. Escobar le fait assassiner en 1984, marquant le début de sa campagne de terreur contre l'État colombien. Sa tactique consistait à alterner la corruption et la violence. Il résumait cela par l'expression « plata o plomo », argent ou plomb, c'est-à-dire accepter de l'argent en échange de la coopération ou subir la mort. Des centaines de juges, policiers, politiciens et journalistes furent assassinés et des milliers de civils périrent dans des attentats à la bombe. La guerre contre l'État. La violence atteint son paroxysme à la fin des années 1980, lorsque le gouvernement colombien signe un traité d'extradition avec les États-Unis. Escobar refuse catégoriquement d'être extradé et déclenche une véritable guerre contre l'État. Il ordonne des attentats massifs et des assassinats ciblés, plongeant le pays dans une période de terreur. L'un des événements les plus marquants fut l'explosion d'un avion d'Avianca en 1989 qui tua 110 personnes. Il espérait assassiner un candidat à la présidence qui ne se trouvait finalement pas à bord. La prison dorée et la fuite. En 1991, Escobar parvient à un accord avec le gouvernement colombien. Il accepte de se rendre à condition de ne pas être extradé et de purger sa peine dans une prison qu'il construira lui-même, la cathédrale. Ce n'était pas une prison ordinaire. Elle comportait un casino, un bar et même un terrain de football. Escobar continua à gérer ses affaires depuis cet endroit. Cependant, lorsque les autorités découvrent qu'il y mène toujours ses opérations criminelles, elles tentent de le transférer dans une prison classique. En 1992, Escobar s'échappe, déclenchant une chasse à l'homme de grande envergure. La chute. Après plus d'1 an de cavale, Escobar est traqué par une unité spéciale de la police colombienne, aidée par les États-Unis. Le 2 décembre 1993, la police localise Escobar à Medellín, où il se cache dans une maison modeste. Après une fusillade, Escobar est abattu alors qu'il tentait de fuir par les toits. Héritage et controverse. La mort d'Escobar n'a pas mis fin au trafic de drogue en Colombie, mais elle a marqué la fin du cartel de Medellín. Toutefois, Escobar reste une figure complexe dans la mémoire collective. En Colombie, il est à la fois haï pour sa violence et vénéré dans certains quartiers pauvres de Medellín pour avoir investi dans des logements, des terrains de football et des hôpitaux. Il s'était construit l'image de Robin des Bois dans certains milieux, bien que ses motivations aient toujours été plus égocentriques qu'altruistes. Les conséquences de son règne sanglant se font encore sentir aujourd'hui, mais son histoire continue de fasciner et de terrifier, illustrant la manière dont un individu a pu, par la violence et la corruption, défier un État tout entier.